Donc c'est pour faire une vidéo hein, sur ma chaîne YouTube sur Philosciences. On est d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Aucun souci. C'est toi qui as fait un cœur là? Il y a eu un Je cœur. sais pas, j'ai touché mon téléphone et ça a fait des choses bizarres. Je Ok, découvre un peu certaines technologies. pas de problème. Alors, merci beaucoup d'accepter cette interview. Donc, pour qu'on parle ensemble de l'anxiété et comment la dépasser, notamment toi, comment tu as fait dans ton cas personnel, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Aurélie, je vis en Dordogne et Mhm. je travaille dans le secteur de l'informatique. Voilà. D'accord. J'ai choisi de vivre en Dordogne en lien avec mon anxiété d'ailleurs. D'accord. On peut directement parler de ça. Donc, moi, j'ai fait une recherche de témoignages sur un groupe Facebook. Justement de gens qui avaient eu une anxiété assez forte et qui s'en étaient sortis. Parce que moi, voilà, j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Du coup, je me sentais pas trop légitime d'en parler et j'avais envie, voilà, de rencontrer quelqu'un qui avait eu ça et qui voulait bien en parler. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, Aurélie, quels ont été tes soucis avec l'anxiété? Qu'est-ce que tu appelles l'anxiété déjà exactement? C'est quoi comme sensation? Et quels ont été tes soucis avec ça? Et puis on Alors, verra après, dans le deuxième temps, comment on peut essayer de s'en sortir, comment toi t'as fait. d'accord. Alors, ce que moi j'appelle l'anxiété, en fait, c'est un état que je ressens depuis de nombreuses années. Mhm. C'est un état de stress, un peu comme un stress avant un examen, mais de Mhm. façon permanente. C'est-à-dire, ça peut être des troubles du sommeil, des troubles intestinaux, de l'appréhension et dans les moments les plus durs, des phobies sociales, comme de l'agoraphobie, des troubles alimentaires, et tout, en fait, tout ce qui peut aller avec, phobie, enfin, j'ai, une peur bleue des araignées, mais qui est encore plus prononcée quand je suis, très, très anxieuse, et là, depuis que je suis moins anxieuse, mais on en parlera après, mais j'ai moins peur des araignées, donc je pense que les choses sont aussi liées. T'en Du coup rencontres dans ta oui? vie des araignées? Hein? Tu en rencontres des araignées dans ta vie? En Dordogne, il y en a des bien grosses qui habitent dans ma maison et on se laisse nos espaces mutuels. Voilà. Ok. Et du coup, j'ai vécu cet état-là depuis que j'ai 6 ou 7 ans, en fait. Là, en y réfléchissant, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vécu un choc traumatique. Je me Mhm. s J'ai l'impression que c'est conjoint, l'apparition. Après, j'ai pas forcément de mémoire, antérieure à 6 7 ans. De façon précise, mais je sais que je suis en situation de stress avec des réactions qui ne sont pas cohérentes, heu, face, heu face à certains événements, depuis cette période-là et voilà pour résumer. Après, je ne sais pas si tu veux plus de détails ou. Mais c'est dur de se souvenir de choses à 6 7 ans. Mais toi, tu estimes assez bien une période de ta vie où tu as été un peu insouciante et après 6 7 ans où tu as été beaucoup plus anxieuse. C'est ça, je te suis bien? Beh, avant mes 6 7 ans, j'ai le sentiment, après c'est un sentiment, c'est pas une mémoire claire, mais d'avoir été, on va dire, plus insouciante en effet et avec, le temps jusqu'à une apogée vers mes 24 25 ans, une anxiété, généralisée qui s'est, de plus en plus développée. Voilà. Donc l'anxiété, finalement, c'est quoi? C'est s'inquiéter un petit peu pour tout, c'est ça? Oui, c'est, ne plus oser faire les choses par peur, de ce qui peut arriver, c'est douter de tout, c'est, mmh en fait, c'est se préoccuper peut-être un peu trop de son environnement par rapport à ce que ça devrait être. C'est des craintes, qui prennent une ampleur qui n'est pas normale. Mais comme on peut avoir, hein, pour, la veille d'un examen, se dire, «Je vais jamais y arriver», «J'arrive pas bien à dormir, j'ai du mal à manger», mais de façon un peu plus permanente. Alors que, beh, un examen, une fois que c'est passé, on l'a fini, enfin même quand on est devant la feuille en général, ça va mieux d'ailleurs. Ouais, ok, d'accord. Et quand tu étais donc anxieux, c'était toujours anxieux ou est-ce qu'il y avait des moments où des activités en particulier où tu arrivais à relâcher cette anxiété un peu, cette pression? Alors c'était une anxiété, généralisée, mais effectivement avec des temps, on va dire, passifs, quand je faisais du sport, quand je dessinais, par exemple, enfin une activité en fait où j'ai pas à réfléchir en soi et où là Mhm. ça a
bien et où il y a l'adrénaline ou l'endorphine, je ne sais pas ce qui s'en occupe en fait, vrai. il faut qu'on réfléchisse dans ces activités-là, mais on sait ce qu'on a à faire et on ne se pose pas trop de questions, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est la concentration Ouais. qui fait. Les psychologues appellent ça l'expérience du flow, c'est-à-dire que c'est une activité qui est assez difficile, mais pas trop, pour qu'on soit pleinement concentré et concentré sur ce qu'on fait. Et du coup, d'après les gens, c'est les moments qu'on préfère, quoi. Probablement, c'est une des causes possibles, c'est que justement, on ressent pas du tout d'anxiété dans ces moments-là, du coup, puisqu'on pense à rien d'autre que ce qu'on est en train de faire. Ok. C'est amusant d'ailleurs pour des humains qui sont censés être des animaux évolués, etc. Finalement, ce soit les moments où on se pose le moins de questions et on est pris dans une sorte de flux, comme si on était peut-être un animal, qu'on est le mieux. En fait, on est peut-être juste des animaux comme les autres, mais peut-être que notre différence, c'est qu'on se prend la tête. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a ce côté où on peut somatiser pour peu de choses. Ça se voit beaucoup avec la société de consommation, le fait de somatiser sur la façon dont on est habillé, dont on est en public, alors qu'en soi, est-ce que ça a une vraie importance? Somatisé, tu veux dire ça se répercute sur des maladies, c'est ça? C'est qu'on a des Non, problèmes psychiques qui se répercutent sur des maladies? Je crois que c'est ça, somatisé. je t'avoue que je ne connais pas la définition exacte et j'utilise peut-être le mot à mauvais escient de fait, mais plus le côté on se rend malade. Mais effectivement, peut-être psychiquement, on peut avoir des nausées, avoir des situations de stress parce que l'image qu'on veut rendre, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, l'image qu'on veut rendre à l'autre n'est pas celle qu'on imagine. Et donc, du coup, les solutions, comment maintenant tu as réussi à diminuer cette anxiété? Mais du coup, pour expliquer comment j'ai réussi à diminuer mon anxiété, il faut que j'explique partiellement mon parcours, si tu me permets. Je t'en prie. Donc, j'ai fait un master en archéologie que j'ai validé en 2014 après moult péripéties et du coup, mon anxiété en fait m'a entraînée dans une dépression importante. Du coup, j'ai triplé ma licence 2 en même temps que je doublais ma licence 3, mais j'ai réussi à valider la licence 3 avant elle. Enfin, c'était un bazar dans tous les sens. C'était au niveau familial, au niveau de l'école, mais j'ai réussi à aller jusqu'au master. D'ailleurs, c'était plus facile en un sens que la licence pour moi. Et je me retrouve avec ce diplôme en archéologie. Qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est le jour où j'ai compris qu'il fallait faire simple que, que j'ai réussi. Et c'est d'ailleurs le faire simple qui m'a permis d'avancer. Et donc, je me suis retrouvée à partir en Dordogne pour un chantier qui n'a jamais eu lieu. Et on s'y est trouvé bien parce que les choses sont plus simples. J'ai vécu en immeuble pendant des années, on n'a jamais connu nos voisins. Et là, on connaissait nos voisins, on parlait avec eux et en fait, on recrée une sorte de lien humain qui n'existait plus, de gens qui ne te connaissent pas, qui te jugent évidemment parce qu'on se juge tous, pas de la même façon, pas sur le passé ou des choses comme ça. On peut se reconstruire un peu une nouvelle personnalité. Vous habitiez où avant, du coup? Alors, à Bordeaux, en plein cœur de Bordeaux, donc une grande ville. Et on s'est retrouvés dans ce qui s'appelle une ville en campagne, mais qu'on appellerait un village quand on habite à Bordeaux avec 3000 habitants dans un petit bourg très sympa. Là, on a déménagé dans une maison avec jardin. On a de l'herbe, même si, enfin, voilà, c'est très, très agréable. Et du coup, on se retrouve perdu à recréer aussi toutes les relations sociales. On n'a plus d'amis à proximité. Enfin, ils sont accessibles les week-ends, mais c'est plus pareil. Et ça permet, en fait, de se retrouver dans un état de face à soi qui fait réfléchir. Et bon, je n'ai pas trouvé de boulot en archéologie parce que j'étais en pleine réflexion sur moi-même et me dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux. Et puis, en fait, un jour, je m'investis dans les associations locales d'éduc populaire où on faisait venir des jeunes de l'étranger pour faire de la construction de petits bâtiments, un truc super chouette. Donc, je me retrouve sur ce chantier-là et il y avait des Irakiens super sympas. Il y en a qui parlaient pas trop français, il y en a qui parlaient un peu français.
C'était trop chouette avec un groupe d'Espagnols aussi et tout. Et ces Irakiens, il se trouvait que ils étaient venus en France parce qu'ils étaient chrétiens et qu'ils avaient fui le massacre, les massacres des chrétiens d'Irak. Donc, ils sont réfugiés politiques en France. Et ils avaient toujours le smile. Et puis bon, moi, j'étais là avec mes problèmes à moi, liés à mon anxiété, au fait que que j'arrive pas, que j'ai pas confiance, etc. Et un jour, il y a un des jeunes qui se blesse au menton. Il voulait pas se faire soigner. Et je lui demande pourquoi tu veux pas te faire soigner. Et il me dit mais parce que tous mes copains sont morts. Alors je vois pas pourquoi je me ferais soigner. Je dis ah bon, c'est euh, c'est particulier, c'est compréhensible. Il me dit j'ai perdu 200 copains qui se sont fait tuer dans les bombardements de je sais plus quelle ville. Ok. Et du coup, je lui ai expliqué que son malheur, ce qu'il vivait, c'était aussi son malheur et qu'il avait le droit, en fait, de ses souffrances et que c'était pas sa faute s'il était là, s'il avait survécu aujourd'hui. Et on a eu une discussion très intéressante. Et après, du coup, je me suis dit, mais moi, j'ai l'air ridicule quand même avec mes problèmes. Et mes problèmes, pourtant, sont réels. C'est mes difficultés, c'est mes souffrances, je les vis. Et alors, ça m'a pas soigné, mais ça m'a fait réfléchir. D'accord. Et j'ai fait d'autres rencontres comme ça, comme une fille de ma classe qui s'est retrouvée dans des situations sans papier, mais des choses catastrophiques qu'on n'oserait même pas à son pire ennemi. Et du coup, en fait, j'ai décidé qu'il fallait que j'avance, même malgré mes phobies, malgré mes peurs. Voilà, en fait, que je me fixe des objectifs peut-être plus faibles que ce que je voulais en premier lieu, mais des petits objectifs, en fait, pour réapprendre à m'aimer, à avoir confiance en moi et à quitter tout ça. Et après, c'était un déclic global parce qu'il y a eu aussi la naissance de ma fille et une grossesse, ça fait faire une psychanalyse. Du coup, ça aide. J'étais en burn-out en même temps à cause d'un patron qui m'avait maltraité au travail. Enfin, c'était un ensemble de choses, de rencontres qui font que, il y a 3 ans, j'ai eu un énorme déclic. Et aujourd'hui, je me bats quotidiennement pour pas retomber dans de l'anxiété. Je vois les symboles, enfin les prémices qui peuvent arriver et on se bat. Mais après, j'ai aussi eu une aide professionnelle pour aller mieux, ponctuelle. J'ai pris au plus bas, j'ai dû prendre un mois de traitement de médicaments pour pouvoir dormir. Tu as vu une psychologue? Ouais, ouais, ouais. C'est mon médecin généraliste qui a fait une grosse part du travail. Les médecins de campagne, ils sont vraiment chouettes. Mais ouais, c'est avec un suivi à côté un peu plus régulier en fait, pour évacuer aussi ces petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui prennent une place trop importante dans l'esprit. Et du coup aussi accepter le fait que quand il n'y a pas de solution à un problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Alors c'est général, hein. Quand on n'a pas prise sur quelque chose, peut-être qu'il faut pas forcément se prendre la tête avec. Ça veut pas dire qu'il faut pas se battre pour que ça aille mieux. Mais là, enfin, je suis extrêmement, là, j'ai une phase d'angoisse énorme face au changement climatique. Mais mon compagnon me disait, mais voilà, là, assise à la terrasse aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire à cet instant T? Ben, rien. Concrètement, à l'instant qui passe, je ne peux rien faire. Donc, ce n'est pas la peine que je stresse pour quelque chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas, en claquement de doigts, me dire, voilà, toutes les baleines vont bien, etc. C'est long terme. Enfin, et voilà. Donc réussir à lâcher prise sur les choses qu'on ne contrôle pas, d'accord. Ok. Je te remercie de te confier pour moi et ceux qui vont voir cette vidéo. Ce qui me vient comme question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'hypothèse que l'anxiété, ce serait en fait de la peur ou plutôt du stress qui reste et qui se sclérose un peu en nous et auquel on s'habitue et auquel qui finit par juste rester là, parce qu'en fait, le stress est censé préparer à l'action, et donc des moments où on a peur, on stresse, et comme on n'agit pas derrière, juste, eh bien, ce stress reste et finit par être de l'anxiété. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse que l'anxiété, finalement, ce serait le fait soit qu'on n'agit pas quand on a ce stress, soit qu'en fait, on stresse pour des choses pour lesquelles on ne peut pas agir, et du coup, forcément, on ne peut pas agir. Qu'est-ce que tu penses de ces hypothèses-là? Je pense que c'est aussi, je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, mais que c'est aussi lié à la condition, on va dire, psychique ou psychologique de chaque personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un énorme manque de confiance en moi. Donc, effectivement, il peut y avoir ce stress qui lance quelque chose, mais le manque de confiance en soi qui fait
qu'on ne passe pas le cap, qu'on ne L'action. passe pas la marche, qu'on ne passe pas à l'action. Après, je sais que j'ai quand même réussi à passer à l'action, à faire des trucs qui pour moi étaient complètement fous. Enfin, alors que c'était pas non plus extraordinaire, mais ça dépend du référentiel de départ. Oui, je pense que le stress, c'est quelque chose qui veut sortir, mais qui n'arrive pas. Enfin, l'anxiété, c'est quelque chose qui veut sortir et qui n'y arrive pas, mais que la cause peut en être différente. Pour moi, je l'ai analysé comme un événement traumatisant de mon passé et qui n'est sorti qu'il y a peu. Et c'est depuis qu'il est sorti que j'ai aussi moins d'angoisse et de situations de stress et que je fais plus de crise D'accord. d'angoisse. Est-ce qu'il est trop personnel, trop... Est-ce que ça te dérange de dire, du coup, si j'ai bien compris, cet événement traumatisant qui t'est arrivé à 5-6 ans, c'est ça? Alors, je ne peux pas en parler pour des raisons juridiques en ce moment parce qu'il faut que ça se dénoue. Tu as entamé un procès par rapport à ça, d'accord. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage, en tout Mais cas, avec Aurélie. plaisir. Et juste si je peux rajouter quelque chose, parce que j'y Oui, pense maintenant, en fait, un des trucs qui m'a permis aussi de ne plus réfléchir et de pouvoir m'endormir le soir, c'est des exercices tout simples de méditation de base pour le lâcher prise en fait à l'instant T. Voilà. oui, et c'est ça, dans tes habitudes, est-ce qu'il y a des choses, parce qu'avant tu faisais déjà du sport, donc là tu as ajouté quoi, de la méditation, Alors j'ai arrêté le sport, mais en fait, qu'est-ce que j'ai rajouté? Pas grand-chose et c'est en reprenant, enfin j'aimerais reprendre le sport justement parce que l'endorphine, c'est vraiment super chouette quand même et un peu de méditation, de lecture. Là, ça va mieux, mais à un moment, je pouvais pas dormir tant que je lisais pas, jusqu'à me vider complètement l'esprit. Ça pouvait être de tout, des trucs très durs à lire, ou des choses, plus glaciales. Enfin voilà, ça dépendait des moments. D'accord, Mais ok. Mais le meilleur conseil que je puisse peut-être donner, c'est, de prendre soin de soi en premier lieu et de pas s'oublier, quoi qu'il se passe. Ouais, mais ça, le problème, c'est que ces solutions-là, qui sont très intellectuelles, quand on dit ça aux gens qui sont dépressifs ou anxieux, malades, j'imagine que ça doit être difficile à entendre, quoi. Je pense qu'il faut un déclic de l'intérieur, comme toi, tu as eu, pour que ça marche, quoi. Tout à Est-ce que, fait. est-ce que tu saurais comment aider, t'aider toi dans le passé, par exemple? Mais je sais pas si je m'aiderai. Parce que si je m'aide, ça veut dire que je modifie mon présent et mon présent me convient. Non, non, mais bien sûr, aujourd'hui, t'en es contente, mais t'aurais pu vouloir sortir de l'anxiété plus rapidement, par exemple. Mais je pense que je savais pas, enfin, je l'ai su après que j'étais anxieuse. Qu'est-ce que je me serais dit? Mais c'est, en fait, tu t'en fous des autres. Arrête de penser à travers, à ce qu'ils pensent. Arrête d'être attentive à des gens qui n'en valent pas la peine ou, tu as raison quand tu as raison. Des choses comme ça. C'est pas parce qu'on est triste et anxieux qu'on n'a pas le droit d'avoir raison, de bonnes idées. Voilà et moi, c'est une main tendue qui m'a permis de commencer à aller mieux et il y a aucune honte à avoir et c'est quand on est aidé qu'après on peut aider. C'est la main tendue de qui, du coup? Ton compagnon, ton médecin, ton... Une amie, une amie qui avait vécu une situation similaire à la mienne, enfin similaire, dans le sens, anxiété, dépression et qui m'a dit: «Là, il faut», elle m'a pris par la main, littéralement et elle m'a amenée voir un psy pour, que je puisse évacuer et ça a été, salvateur. Hein, c'était vraiment, nécessaire et je pense que c'est, le plus dur quand alors ça, c'est vraiment pour la partie dépression, c'est qu'on a tendance à se renfermer et à plus vouloir sortir du tout et c'est pas la peine de se forcer non plus. Mais c'est pas la peine de somatiser parce que les gens ne prennent pas de nouvelles. Parce qu'on va pas bien, on crée pas de bonheur pour les autres et la société est très individualiste aussi. Il faut se recentrer sur des toutes petites victoires, mais même se lever le matin, c'est une énorme victoire par moment. D'accord, ok. Donc finalement, aller voir le psy et la méditation, c'est les solutions un peu communes qu'on connaît, mais enfin, ça peut fonctionner, quoi. C'est pas un mythe que ça marche. C'est ça, pour moi, ça a marché. Après, la grosse difficulté, moi, j'y suis pas passée, j'en connais qui s'en sont rapprochés, c'est de pas tomber dans le piège, des sectes et des beaux parleurs. Parce que c'est quand on va pas bien qu'on est, le plus apte à se faire attraper avec des solutions miracles. Il y a aucune solution miracle. Si on va pas mieux à un moment, c'est parce que c'est pas le moment pour qu'on aille mieux et il faut aussi l'accepter. C'est qu'il y a un chemin à faire. On ne peut pas se dire qu'on fait une dépression de 2 mois, c'est impossible. On peut pas se dire qu'on sort de l'anxiété avec, une séance d'hypnose, ça sera un déclic.
l'hypnose, c'est hyper important, ça peut résoudre beaucoup de choses, mais c'est que des déclics. Et la meilleure façon d'obtenir ces déclics, c'est que du moment où on est prêt à faire le pas et à les recevoir, d'aller à la rencontre de l'autre. Et on peut pas avoir des clics sous hypnose, selon toi? Si, je pense. Je pense qu'on peut, mais c'est pas l'hypnose qui fera tout. L'hypnose, ça débloque quelque chose. Mais si on n'est pas prêt à recevoir ce qui est débloqué, c'est pas. Enfin, moi, j'ai jamais pu faire d'hypnose. J'avais essayé une fois, mais en fait, je me suis retrouvée dans le cabinet d'un mec qui ressemble à un gourou. Du coup, je suis partie un peu en courant. Mais, mais voilà, c'est une histoire d'être prêt. C'est, toi, je suis fumeuse, j'arrive pas à arrêter de fumer, mais j'ai beau me forcer à essayer, mais c'est que j'ai quelque chose à régler avant de pouvoir réussir. Peut-être que l'hypnose m'aiderait à ouvrir cette brèche, j'en sais rien. Mmh. Ça peut être des outils. Comme il y en a qui vont aller mieux en regardant des oiseaux voler. Peut-être que c'est ça leur déclic à eux. D'accord. Après, il y a des choses plus. Je sais pas si tu as entendu aussi, il y a pas mal de nouvelles études en ce moment avec les drogues psychédéliques. Et apparemment, il y a des études aux États-Unis où il y a les gens qui arrivaient à arrêter de fumer en une seule prise de LSD. Donc avec le contrôle des psys autour, hein, évidemment, pas juste comme ça dans un squat, mais qui est donc des psys qui leur parlaient pendant la prise, etc., du LSD. Et ils arrivaient à arrêter en une seule prise, Ouais. ce qui est assez impressionnant. J'avoue que tout ce qui fait perdre le contrôle de l'esprit, ça. Alors franchement, j'aimerais bien essayer, hein, mais parce que ça doit être bien sympa. Mais je crois que j'aurais un peu trop peur de perdre le contrôle de mon esprit. Mais écoute, il faut que je me renseigne. Je serais plus hypnose, tu vois, quelque chose où tu sais que c'est une période courte, sauf si tu te fais manipuler, je sais pas, il y a les mythes. Mais il n'y a pas encore d'études comme ça en France et c'est pas encore légal, hein, donc forcément, je te conseille pas encore d'essayer pour l'instant. Mais Non, non. Mais déjà que le cannabis, c'est pas légal, même. Enfin, thérapeutique, ça commence, mais c'est pas la panacée. Donc, pour des choses un peu plus puissantes, on va dire, ça va être compliqué. et le cannabis, vous avez essayé ou pas? Je vomis, donc c'est pas la peine. Voilà. Ok. On restera sur le psy et la méditation et puis les petits déclics en voyant les Irakiens et tout ça, quoi. Ouais, c'est les rencontres humaines et ne pas s'en priver parce que ça apporte beaucoup de choses positives et c'est en grattant un peu derrière les préjugés qu'on se rend compte qu'il y a des très belles choses à apprendre, peut-être même juste avec le voisin de palier. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'était dit aussi par message avant cette interview que, enfin, tu m'avais dit que c'était pas totalement réglé pour toi cette histoire, alors que là, enfin, quand je te regarde comme ça, t'as pas l'air très anxieuse. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est un problème qui n'est pas réglé? C'est que ça revient périodiquement ou En fait, j'ai la crainte que ça revienne, donc peut-être que cette Ah, crainte fait que, voilà, mais tu vois, je suis une éternelle optimiste pessimiste. C'est-à-dire que je me tire toujours vers le bas, je vois tout le noir, par exemple. En fait, je vois que ces moments reviennent quand je commence à avoir peur des araignées ou que, comme l'autre jour, quand je doublais un camion sur l'autoroute, ben, je me dis, ben, peut-être qu'il transportait du bois, le bois va tomber, va écraser ma voiture et voilà, je suis morte. Voilà, et là, je fais, ça, c'est pas très bon de penser comme ça. De toute façon, j'y peux rien. Je peux pas empêcher. moi aussi, j'aime bien souvent imaginer des choses comme ça. Mais je trouve ça amusant, quoi. Ou alors, enfin, sans trouver ça amusant, ça m'angoisse pas pour autant parce que je sais que la probabilité, elle est faible. Mais toi, ça t'inquiète? Bah, c'est pas que ça m'inquiète, c'est qu'en soi, la probabilité est faible, comme on peut. En fait, à un moment, j'avais un peu peur de la mort, et puis un jour, je me suis dit, ben, de toute façon, une météorite, c'est très rare, mais peut tomber sur quelqu'un et le tuer à n'importe quel moment, et ça, on n'a absolument aucun pouvoir dessus. Donc, à partir de là, en soi, c'est pas grave. Enfin, la mort, c'est complètement aléatoire. Et sauf que voilà, on y pense, on se les dit, on l'accepte. Mais là, quand tu te fais tes scénarios sur la route, que tu commences à envisager, à stresser, à pleurer dans ta voiture, parce que du coup, tu penses à oh, comment est-ce que ça va se passer après? Ah, mais si mon compagnon il meurt, ma fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Enfin, tu vois, ça prend des proportions qui sont pas bonnes. Et là, essaies de prendre de faire un pas en arrière ou un pas de côté en disant, c'est pas sain comme réflexion, c'est rigolo de faire des probabilités comme ça, mais il faut pas que ça empiète sur l'état d'esprit. Et ça n'était pas arrivé depuis longtemps, mais je suis arrivée chez moi en pleurant. Du coup, j'ai fait, ouais, bon,
Là, c'est que c'est pas soigné non plus, que c'est pas guéri, qu'il y a encore du travail et qu'il faut que je reste vigilante. Merci beaucoup, Aurélie. Mais je t'en prie. Et après, en off, je voulais te dire que ta vidéo sur les SDF était très intéressante sur le non-logement sur Paris et que ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Merci beaucoup, en tout cas, pour le compliment. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi, passe une très bonne soirée. Et puis, bon courage pour ton procès, du coup, si j'ai bien compris. Ouais. On C'est verra d'ici quand? 2-3 ans. Je sais pas, là, ils sont toujours sur la phase entrevue, enfin, comme on dit, enfin, la phase préalable d'enquête. Donc, mais ils vont vite quand même, je trouve. Mais c'est cool. Ok. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Bonne journée. Merci toi aussi.